Bienvenue à tous dans la messe médiatique. Il est 13h passé de 41 minutes. Vous l'avez compris, le journal de l'Occident a été très long. Actualité oblige. Et place à présent à la messe médiatique. Je le disais, 13h43 minutes à Kusuntu dans la préfecture de Kiamba. Même heure à Mouglo dans les plateaux. Même heure également à Foutiala-Kope. Nous sommes dans la préfecture de l'Esmono. Voilà. La messe médiatique de ce jour va se dire comme depuis quelque temps en deux messes. La première sera consacrée à la Covid-19, à l'évangile selon Covid-19. Et la deuxième, autour de l'actualité sociopolitique telle qu'elle va au Togo, en Afrique et dans le monde, avec des confrères que vous apprécierez. Mais pour cette première messe, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir docteur Awili Pamayo. Elle est médecin responsable du centre médico-social de Djidjolé, envoyé spécial de la coordination nationale de riposte à la Covid-19 pour nous faire le point de la situation de la pandémie telle qu'elle va de nos jours et également nous parler de la campagne de vaccination comme elle se déroule sur le terrain. Docteur, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir répondu à cette invitation et avoir répondu à cet appel également de la coordination. Je serai avec le confrère Atia Ibrahim, le patron du journal Temps Nouveau, dans cette première messe, avant de prolonger avec la deuxième messe. Et dans la première messe, il joue le rôle de co-modérateur de cette messe. Il m'aidera à taquiner docteur Awili pour qu'elle nous dise ce qui se passe sur le terrain de la Covid-19. Docteur, alors comment se présente la situation ces dernières heures en termes de nouvelles contaminations, en termes de nouveaux cas positifs, de guéris, de décès, de cas confirmés, tout comme votre jargon le dit bien. D'accord, merci. Avant de passer à la situation de la pandémie à coronavirus, permettez-moi de dire un bonjour à tous les téléspectateurs de la télévision deuxième et à tous les fidèles de cette messe médiatique qui se déroule chaque dimanche. Tout à fait. Okay, donc la situation de la pandémie au nouveau coronavirus à la date du 11 décembre se présente comme suit. Hier, 1167 personnes ont été testées et 17 personnes ont été testées positives au nouveau coronavirus, portant ainsi le nombre total de personnes positives de cette pandémie à 26 389 personnes depuis le début de la pandémie. Donc, à la date d'hier, le nombre de cas actifs s'élevait à 205 cas actifs. Là-bas, nous avons vu qu'il y a une légère ascension des cas actifs comparé à la semaine dernière. Et également, nous avons notifié 4 nouvelles guérisons, portant le nombre total de personnes guéries à 25 941 personnes. Nous n'avons pas enregistré de décès hier. Le nombre total de décès s'élève à 243 décès. D'accord. Et comme nous le disons, 17 cas
en une journée. Oui. C'est vrai qu'il y a un peu longtemps que nous n'avons pas notifié ce chiffre-là, Oui. mais cela pourrait s'expliquer par la saison dans laquelle nous entrons actuellement, qui est la période de la saison sèche. Oui. Et qui dit saison sèche ici dit harmattan, et qui dit harmattan dit poussière, et c'est la saison qui est propice au développement des maladies respiratoires, Oui, notamment les grippes, les rhinopharyngites et autres. Et dans ça aussi, on peut avoir la COVID-19 qui est une maladie respiratoire, et cela peut expliquer cette légère augmentation des cas actifs que nous avons. D'accord. Voilà, à présent, je vais vous faire lire l'évangile. Quelques commentaires sur une polémique qui est née de la campagne de vaccination telle que lancée par le gouvernement, qui demande à ce que depuis vendredi, l'accès au lieu de culte soit conditionné à la présentation d'un carnet ou passe vaccinal, ou à défaut d'un test PCR négatif. Si la régie me suit, voyons ce que la presse a pu entendre et partager avec ses lecteurs. Est-ce que la régie nous suit pour nous balancer la revue de la presse par rapport à cette campagne que la communauté chrétienne, une partie de la communauté chrétienne serait en train de bouder, et ça a commencé vendredi. On veut voir les commentaires de la presse et on revient pour les analyses. Apparemment, un souci du côté de la régie. Je crois que nous allons plutôt continuer avec Madame Docteur Aouli. C'est ça qui est plus important d'ailleurs. La presse, on l'a toujours lu. Ceux qui veulent en savoir plus, donc aller dans les kiosques pour lire. Madame, comme souligné dans la revue que nous aurions dû suivre, l'accès au lieu de culte est conditionné depuis vendredi par la présentation d'un carnet vaccinal ou, à défaut, un test PCR jugé négatif. Qu'est-ce qui militerait en faveur de cette nouvelle mesure que certains responsables de ces lieux de culte boudent? Ok, merci. Je pense que c'est l'une des mesures barrières qui ont été, l'une des mesures de prévention qui ont été édictées par le gouvernement pour pouvoir passer ces fêtes de fin d'année sans que après nous ayons à avoir une ascension des cas actifs dans nos communautés. Donc cette mesure qui obligeait, qui recommandait de présenter un pass sanitaire à l'entrée des lieux de culte, je pense qu'elle devait prendre effet depuis le 3 décembre. Donc, il y a eu un communiqué qui a été fait parce que simultanément, le ministère de la administration territoriale avait envoyé le communiqué. Le ministère du Tourisme, des Transports et bien d'autres ministères ont envoyé des notes qui demandaient aux différentes structures de pouvoir procéder à la vérification d'une preuve vaccinale à l'entrée des différents services. Donc, c'est celui de l'accès au lieu de culte qui a été reporté, et le vendredi, ça a été effectif. Donc, je pense que cela ne devait pas constituer un problème ou bien un sujet de discussion, parce que nous avons également, lors du démarrage de la campagne vaccinale, nous avons essayé de positionner des équipes de vaccination dans certains lieux de culte le jour des cultes, pour que les personnes qui n'ont pas pu avoir leur dose de vaccin puissent recevoir leur vaccin sur place. Donc, si on demande, c'est une loi, parce que on ne veut pas que nous ayons une autre vague
de la maladie à coronavirus dans notre pays. Il faudrait que le gouvernement cherche à protéger la population et à faire aussi adhérer massivement la population à la vaccination. Donc je pense qu'ils ont eu le temps de pouvoir sensibiliser les fidèles pour que ensemble cette mesure ne soit pas difficile à respecter. Oui, au fait, donc, je pense qu'avant l'application de ces mesures, s'il y avait des recommandations ou bien des suggestions à faire, ils auraient dû intervenir un peu plus tôt pour qu'ensemble on cherche une solution qui peut satisfaire tout le monde. S'il y avait un responsable d'un lieu de culte, je lui poserais la question. Parce que avant même, avant l'ouverture d'entretemps, c'était clair que à cette ouverture-là, les responsables religieux devaient concomitamment à l'ouverture de leur lieu mettre des dispositifs de vaccination automatiquement. Mais qu'est-ce qui s'est passé que le gouvernement soit obligé de revenir encore pour rendre formelle cette décision? Est-ce que quelque part il y a eu un relâchement de la part de ces responsables de lieux de culte? Sinon la mesure était déjà prise à la réouverture des lieux de culte entre-temps. Oui, cette mesure avait été déjà prise et on se disait que les ouvertures de ces lieux de culte on devait l'ouvrir pour 1 mois pour voir s'il y aura une régression des cas actifs ou pas. Ce qui a été effectif, il y a une régression et on a continué à autoriser les gens à fréquenter les lieux de culte. Mais si nous prenons un autre secteur, notamment le secteur des bars et autres, nous avons vu qu'il y a eu des syndicats, des gestionnaires de ces bars qui se sont mobilisés à faire rapprocher les équipes de vaccination des endroits où on pouvait se désaltérer avec une bière. Donc ça, ce sont des pratiques à louer et à saluer. Donc je pense que les autorités, les leaders religieux devaient en faire autant pour pouvoir rapprocher les équipes de vaccination pour qu'ensemble nous puissions atteindre rapidement l'immunité collective. On sait que ce sont des endroits qui drainent beaucoup de monde. Même si les mesures barrières sont là, il faut également que les fidèles soient vaccinés pour que nous puissions atteindre l'immunité collective. Vous convenez avec moi que quand bien même vous êtes complètement vacciné, il est obligatoire de toujours respecter les mesures barrières pour ne pas avoir le risque d'attraper encore la maladie. Et aujourd'hui, malgré tout, la mesure qui était annoncée, comme vous l'avez dit, première pour être en vigueur le 3 décembre 2021 a été repoussée au 10 décembre, lequel 10 décembre est déjà arrivé depuis vendredi et déjà les lignes ont-elles vraiment bougé selon vos constats entre le gouvernement et ses responsables religieux pour que vraiment tout le monde puisse s'aligner derrière la mesure? Si je prends notre aire sanitaire, les lieux de culte que nous couvrons dans notre zone, nous n'avons pas eu jusqu'au jour, ce dimanche même, de problème avec les leaders religieux. Donc le vendredi, nous étions dans les mosquées avec les équipes de vaccination et ça s'est bien passé comme les jours précédents. Et aujourd'hui, les équipes également se sont rendues au niveau des églises catholiques, protestantes et autres. Et on n'a pas, jusqu'à l'heure, là, je n'ai rien reçu comme problème à ce niveau. D'accord, ça nous fait plaisir de l'entendre. La régie nous fait signe que notre évangile ou chapitre qu'on devait lire avant l'homélie prêt. On va voir si on peut l'écouter. C'est 1 minute 30 secondes. Allons-y. Dans notre film. Présentation du pass vaccinal à l'entrée des lieux de culte. Raison d'État et foi ne font pas bon ménage. Écrit correspondant. Le messager parle d'un bras de fer improductif entre les autorités et les religieux. Jusqu'à mercredi, le libéral indiquait 48 heures pour que autorités et responsables religieux trouvent un terrain d'entente. Selon Gazelle Info, c'est une mésentente qui risque de créer d'autres problèmes. Tout le vœu du journal était que les deux parties trouvent un terrain d'entente afin
que la riposte commune au mal du moment puisse se poursuivre dans la sérénité. Acha Ibrahim, votre journal que nous avons reçu après que nous avons déjà compiné notre chapitre, vous dites contrôle du pass vaccinal dans les lieux de culte. Et vous souhaitez également, en rejoignant le Gazelle Info, qu'il faut privilégier la pédagogie. Oui, nous avons dit qu'il faut privilégier la pédagogie parce que il y a eu un tollé à la suite du courrier que le ministre de l'administration territoriale a envoyé au préfet, enjoignant de procéder au contrôle systématique du pass sanitaire à l'entrée des lieux de culte. Et donc les responsables religieux n'étaient pas du tout de l'avis du ministre qui demandait à ce que cette mesure entre en vigueur. Donc ça présageait des confrontations, pourquoi pas un antagonisme qui n'allait pas, à notre avis, faire avancer la République et aider véritablement à lutter contre la pandémie. Donc le coronavirus c'est une réalité et nous tous nous menons combat contre cette pandémie. Et donc tout le monde doit mettre la main à la pâte pour que nous réussissions ce combat. Donc les autorités en demandant de présenter une preuve vaccinale avant d'aller dans les lieux de culte voudraient préserver la santé publique. Et donc ce n'est pas, à mon avis, pas gaieté de cœur que les autorités demandent cela, mais c'est pour amener... Puisque elles-mêmes, elles présentent. Les autorités sont souvent dans les lieux de culte, comme vous venez de le dire. Donc, elles vont prier les dimanches, les vendredis et tout ça pour ceux qui sont de la confession musulmane. Et donc, c'est que tout ce qui est demandé, cela va dans l'intérêt de la population. Donc, comme nous le disions, il ne faudrait pas qu'on aille vers la confrontation, mais que chacun de son côté, je veux parler des responsables religieux et des autorités, que chacun de son côté joue la carte de la pédagogie. Donc, c'est ce qui a été remarqué heureusement, parce que quand vous prenez un peu les communiqués qui ont suivi, que ce soit le communiqué de l'Union musulmane du Togo, il a été demandé... Qui a totalement adoré à l'idée. En demandant aux fidèles d'aller prier dans le calme. Tout ça, c'est très important, c'est fondamental. Et en même temps, ceux qui ne sont pas porteurs, ceux qui n'ont pas de passe vaccinal ou bien de preuves PCR négatifs, de rester à l'extérieur des mosquées et de prier dans le calme, sans confrontation, sans heurts avec les agents qui devaient venir procéder au contrôle. Et du côté du ministère de l'administration territoriale, ça aussi il faut le souligner, le ministre a parlé de la pédagogie. Il a voulu que le contrôle ne se fasse pas de façon à créer des perturbations au niveau des lieux de culte. Et les agents qui devaient aller procéder à ce contrôle, ils ont été instruits de tout faire pour éviter des altercations avec les fidèles. Et donc, selon le colonel Belli, qui est le directeur des cultes, de la direction des cultes, il a bien dit qu'il ne s'agit pas d'aller perturber les prières quand vous arrivez. Il parle à ces agents de contrôle, lorsqu'ils arrivent sur les lieux que la prière a démarré, ils voient les gens continuer leur prière. Quand ils finissent, ils vont voir si le dispositif a été mis en place. Si ça n'a pas été mis en place, ils relèvent cela et c'est fini. Donc il n'y a pas à demander pourquoi vous avez fait ci, pourquoi vous n'avez pas fait ceci. Et les agents aussi qui sont là-bas demandent aussi avec une certaine courtoisie. Donc dans l'ensemble, les gens comprennent que c'est une mesure pour protéger la population togolaise et non une mesure pour pénaliser qui que ce soit. Et ça, c'est la pédagogie qui a prévalu. Nous saluons cela et nous souhaiterons que cela continue pour qu'ensemble nous puissions venir à bout de cette pandémie. Tout à fait. Il faut vraiment, vous l'avez relevé, il faut bien préciser que ce n'est pas toutes les confessions religieuses, ce n'est pas tous les cultes, lieux de culte, tous les responsables de tous les lieux de culte qui s'opposaient, ou du moins qui avaient mal vu cette décision. C'est quelques-unes. La preuve, nos amis musulmans avaient rapidement adhéré à la mesure, sauf que
elle demandait elle-même une certaine pédagogie, une certaine discipline. Au cas où vous n'avez pas le test ou vous n'avez pas la preuve, eh bien, cela ne vous empêche pas de prier, mais il fallait le faire en attendant de le faire, donc dans le calme et puis dans le respect et la précision aussi au niveau du communiqué de l'Union musulmane, c'est qu'il y a une exhortation des fidèles à aller se faire vacciner. Donc la sensibilisation a continué aussi avec les leaders religieux. D'accord. C'est la précision qu'il fallait aussi apporter. Mon docteur, on parle d'un troisième variant qui aurait commencé ailleurs, pas au Togo. Dans tous les cas, avez-vous une idée sur les caractéristiques de ce variant d'une part, et quelle chance pour le Togo de l'éviter d'autre part, mon docteur? Oui, ces derniers jours, je pense que sur les lèvres de tous les acteurs, on ne parle que du variant Omicron. Omicron qui est apparu en Afrique du Sud, parce que c'est eux qui ont été les premiers à notifier les cas de Covid-19 avec le nouveau mutant, le nouveau variant qui est là, Omicron. Et aujourd'hui, on voit que près de 26 pays de la planète ont déjà notifié des cas des infections avec le nouveau variant. Et on a vu qu'avec le nouveau variant, tout comme le Delta, la contamination est quand même plus rapide, plus élevée. Mais d'après l'OMS, l'Omicron, l'infection avec le coronavirus du type Omicron n'entraînerait pas de forme grave jusqu'à ce qu'on puisse hospitaliser les gens. Donc, d'après l'OMS, ce sont les premières données que nous avons eues d'Omicron, mais les recherches sont toujours en cours pour voir maintenant quelles sont vraiment les caractéristiques de ce nouveau variant. D'accord. Et une question à madame. Et par rapport à ce nouveau variant Omicron, je voulais savoir au niveau du Togo, est-ce qu'il est possible de faire des tests et de détecter que c'est ce nouveau variant qui a contaminé un sujet? À ma connaissance, je ne saurais le dire s'il y a des tests appropriés pour voir les différents types de mutants au Togo ici ou pas. Mais je pense que si il y avait déjà un cas, ou bien même nos aînés chercheurs au niveau de l'Institut de référence pour le truc seront aussi de pied d'eau pour voir si entre-temps il y a eu ces différents variants, parce qu'on avait notifié le Delta qui était arrivé dans notre pays, et je pense que la recherche ira dans ce sens pour voir si les nouvelles contaminations qui sont à notre niveau sont liées à Omicron ou pas. Mais au niveau du pays, le gouvernement a déjà pris des mesures pour que les passagers venant des pays où il y a déjà le variant Omicron puissent être mis en quarantaine pendant 7 jours et se faire tester systématiquement à l'aéroport comme tout voyageur avant maintenant de pouvoir aller dans la communauté. Je pense que sûrement que des recherches seront entreprises dans ce sens, mais je ne pourrais pas le confirmer ici. D'accord. Sur le plan général, comment va la campagne de vaccination qui a commencé il y a longtemps et qui est rentrée dans une phase d'accélération? Comment ça se passe? Est-ce que les gens continuent par aller se faire vacciner? Combien sont-ils à être déjà vaccinés, au moins à recevoir une première dose? Nous, notre AstraZeneca date de près d'un an déjà. Est-ce qu'il y a une possibilité qu'on ait une troisième dose? Voilà. Ok, la campagne au Togo a démarré depuis mars 2021 et nous poursuivions la campagne, et le 22 novembre, il y a eu ce que nous appelons une campagne accélérée pour rapprocher les équipes de vaccination vers la population, parce qu'elle a été multipliée. Avant, c'était les équipes de vaccination étaient dans les centres de formation sanitaire, mais avec cette campagne accélérée, on a envoyé les équipes dans la communauté pour rapprocher la vaccination de la population. Je pourrais dire que dans l'ensemble, la campagne se déroule bien, et que
à la date du 9 décembre, Oui. le pourcentage de vaccination de personnes ayant reçu au moins une dose, ouais. était à 34%. Ah bon. Et ceux qui ont reçu Les sont deux doses complètement vaccinés, Oui. s'élève à 20%. Voilà, donc je pense que la campagne se déroule très bien. Et ça, c'est chez les personnes âgées de 18 ans et plus. Donc, à la date du 9 décembre également, le nombre de doses de vaccins administrés s'élève à 2 159 255 doses de vaccins qui ont été administrées à la population togolaise. Donc 1 349 188 en première dose. Et ceux qui ont reçu la première dose, voilà, et le nombre de personnes, de doses, deuxième dose administrée qui s'élève à 810 069 doses. Donc la campagne continue elle a été prolongée. Elle était censée finir le 6 décembre passé, mais elle a été encore prolongée de 2 semaines. Donc les équipes sont sur place. Nous invitons les personnes réticentes qui n'ont pas encore pris une dose de venir, car on n'est pas en risque d'avoir une rupture. Les vaccins sont disponibles. Pas plus tard que 48 heures, nous avons le ministre de la Santé a encore réceptionné le dose. Donc actuellement, c'est la consommation de vaccins qui est là. Sinon, les ruptures, là, on ne peut pas être, le Togo ne peut pas être en rupture de vaccin. Donc nous exhortons les personnes qui sont réticentes, qui n'ont pas encore reçu la dose, de prendre d'assaut les sites de vaccination qui sont disponibles en ligne pour pouvoir aller recevoir leur dose de vaccin. Il reste la dernière phase de ma question, c'est de savoir si nous irons vers une 3e dose un jour, puisque dans d'autres pays, ça a déjà commencé. Oui, suite à la conférence des ministres qui s'est déroulée au nord du pays, suite à ça, il y a eu un communiqué demandant que il y a une possible 3e dose qui sera disponible pour les personnes âgées de 40 ans et plus. Mais nous n'avons pas encore effectivement démarré, car il faut des mesures administratives qui vont accompagner. Vous voyez que la carte de vaccination était, on avait mis seulement 2 doses. Donc il va falloir avoir imprimer d'autres supports de travail sur lesquels nous pourrons notifier une éventuelle 3e dose avant de démarrer effectivement cette 3e dose. Sinon, le gouvernement a demandé à ce que la 3e dose puisse se faire pour les personnes âgées de 40 ans et plus. Au moment venu, avant de vous laisser partir ou de donner la parole à mon confrère pour s'il a une dernière question de ma part, qui dit la campagne élargie aux populations ou aux 18 ans, dit en même temps aux élèves. Comment s'organise la campagne de ces jeunes-là alors que la plupart sont à l'école? Est-ce que il va y avoir des campagnes de vaccination dans les écoles? Comment ça va se passer pour que ce monde-là, qui regorge beaucoup de jeunes de 18 ans et plus, puisse être vacciné? D'accord. La campagne des élèves âgés de 18 ans et plus qui sont que ce soit dans les écoles publiques et privées, nous avons d'autres qui viennent dans les centres de santé ou bien sûr les sites de vaccination retenus pour prendre leur première dose. Et nous ne restons pas là, mais nous allons vers les proviseurs de lycée, c'est que c'est souvent au lycée et même dans les écoles supérieures. Nous allons vers eux, nous les envoyons d'abord un courrier. Nous avons envoyé un courrier les informant de la tenue de cette campagne de vaccination et que nous allons envoyer des équipes. Nous souhaiterons envoyer une équipe vers eux. Donc, nous cherchons à prendre un rendez-vous pour qu'ils nous donnent le rendez-vous et que nous venons. Donc, nous les demandons au préalable d'informer les élèves qui, malgré qu'ils aient 18 ans, ne sont pas tout à fait autonomes pour qu'ils puissent demander l'avis des parents. Et s'ils reviennent, ils ont eu des accords favorables et qu'il y a des personnes qui
désirent faire la vaccination, ils nous font appel et on prend un rendez-vous et nous allons vers ces écoles pour vacciner les élèves ayant 18 ans et plus. Donc c'est comme ça nous procédons pour ces écoles. Merci beaucoup, c'était important de le savoir. Atia, vous avez une question? Sinon, moi j'ai épuisé ma corbeille. Madame la responsable du CMS Djolé, Oui. c'est dire que pour les jeunes de plus de 18 ans, on les retrouve aussi dans les universités. Oui. Donc il y a une campagne qui s'est déroulée aussi dans les universités publiques et ça continue aussi dans les autres structures d'enseignement supérieur. Mais en même temps aussi, l'enseigne appelle à tous ceux qui ont pris leur première dose et qui se baladent avec leur carte d'aller compléter la deuxième dose. C'est très important et c'est un appel que je lance à mes frères et sœurs de le faire parce que la vaccination nous protège contre le coronavirus. Merci. C'est ainsi que prend fin la première messe avec Dr Aouli que nous remercions et félicitons en même temps parce que elle a répondu. Nous avons trouvé satisfaction dans sa réponse à toutes nos questions. À présent, un mot de fin ne sera pas de trop pour nos téléspectateurs. Voilà. Donc, nous remercions toute l'équipe de TV2. Nous remercions tous ceux qui nous suivent actuellement. Et mon mot de fin sera, comme l'a dit le monsieur Alpha, ceux qui ont reçu la première dose et qui le temps est arrivé pour leur deuxième dose, venez vers les équipes de vaccination pour compléter votre vaccination. Et ceux qui ne se sont pas encore décidés pour recevoir la vaccination, si vous avez des inquiétudes, approchez-nous dans les formations sanitaires pour que nous vous expliquions davantage afin que vous puissiez décider d'adhérer à la vaccination. Nous vous attendons. Merci, mon docteur. Vous êtes docteur Aouli. Votre nom me colle toujours alors que il sonne ma nationalité. Aouli Pamayor. Vous êtes médecin responsable du CMS, Centre médico-social de Djidjolé. Merci d'avoir accepté et passer une partie de votre temps précieux dimanche pour répondre à cette invitation sur ordonnance de la coordination nationale de réponse à Covid-19. À travers vous, nous voudrions bien dire merci et félicitations à tout le corps, à tout le personnel soignant pour le travail qu'il abat et plus haut à la coordination nationale de riposte et au sommet au chef de l'État et à son gouvernement qui, en bon père de famille, veille bien à la santé de leurs enfants en multipliant les stratégies de lutte contre la pandémie. Nous vous souhaitons de retour chez vous sous la protection d'Allah et de Dieu, que la famille également se porte bien et que reprenne le service puisque nous sommes à la fin de la semaine et demain ce sera donc la reprise de la routine. Portez-vous bien et bien de choses à la famille. Merci aussi à vous qui nous accompagnez depuis le début de cette aventure Covid. Merci beaucoup. Voilà, c'était la première messe de ce dimanche que je vous remercie d'avoir suivi. Il faut dire que la deuxième messe va s'annoncer. Il faut dire que le monde en général et le continent africain en particulier est dans de mauvais draps. Nous venons de parler d'un terrifiant virus, pendant que toutes les énergies se concentrent pour combattre le colonel virus armé jusqu'aux dents et qui change de fusil de temps en temps. C'est le terrorisme ou le djihadisme, un autre variant qui frappe de temps en temps et de temps à autre. Certains pays comme le Mali, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Bénin et même notre cher pays, le Togo, ont fait la même expérience très récemment, ce qui aurait amené ces pays, ou du moins les chefs d'État et des gouvernements de ces pays, à mener une opération conjointe de ratissage la semaine dernière. Et cette semaine, l'on apprend tristement que 7 vaillants soldats de la MINUSMA togolais, bien sûr, ont perdu la vie dans un pays, dans un piège d'une mine d'explosion. Nous profitons pour présenter nos condoléances les plus sincères et les plus attristées
aux familles des victimes et à toute l'armée togolaise qui vient de perdre des bras valides, très valides d'ailleurs. À Tchad, chers confrères, quand la fin de ce variant pour que les forces armées viennent s'occuper de leur famille et de leur territoire. Parler de la fin du terrorisme, je pense que c'est pour aujourd'hui, parce que le mal existe et c'est une menace réelle, que ce soit au Sahel ou bien un peu vers le pays de la côte. Le mal est en progression et certaines personnes ont décidé de terroriser toute la planète. C'est surtout ce qui se passe actuellement dans le Sahel, c'est lié à l'extrémisme religieux et en même temps à tout ce que nous rangeons dans la liste de la propagande pour faire peur et imposer une certaine vision à d'autres. Le terrorisme, comme vous venez de le dire, tous les pays essaient d'une manière ou d'une autre de mettre en place des stratégies pour venir à bout de ce fléau. C'est un phénomène qui actuellement touche presque tous les États au niveau de l'Afrique occidentale. Et vous savez que selon les prévisions, les terroristes ont pour ambition d'aller jusqu'à la côte du golfe du Guinée. Donc c'est ce qui fait que lorsque ces terroristes ont commencé par frapper au niveau du Sahel, les pays qui sont au niveau de la côte n'ont pas attendu que les terroristes arrivent aux frontières de leur pays avant de réagir. Donc très tôt, dans le cadre de l'espace communautaire de la CEDEAO, il y a eu un déploiement des forces pour aller appuyer ces pays-là qui sont confrontés à ce problème de terrorisme. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a un contingent togolais qui est toujours présent au niveau du Mali et pour aider le peuple malien à retrouver la paix et la stabilité. C'est ce qui justifie d'ailleurs la présence de nos forces armées togolaises, de nos forces armées togolaises là-bas. Et malheureusement, il y a eu cet incident de la dernière fois nous avons perdu 7 vaillants militaires togolais. Comme vous venez de le faire aussi, la rédaction des temps vous présente ses condoléances aux familles éplorées, à la famille des FDS du Togo, et en même temps demander à l'ensemble des militaires togolais qui sont déployés dans le cadre de la mission de maintien de paix au Mali de se doter de courage, de combattre, parce que c'est un combat noble qu'ils sont en train de livrer là-bas. Le terrorisme, personne ne dira que c'est une très bonne chose, parce que des gens qui décident de tuer pour leur plaisir, de tuer pour faire peur, pour créer la psychose dans la sous-région, parce que ce ne sont pas des hommes recommandables. Et au même moment, il faudrait aussi faire ressortir que lorsque les soldats sont en mission comme ça, c'est dans des zones à haut risque. Et quand on parle des djihadistes ou bien des terroristes, c'est des gens qui mènent une guerre asymétrique. C'est-à-dire on ne les voit pas. C'est des gens qui sont un peu comme le coronavirus. Ils sont aussi avec les gens normaux, ils sont eux-mêmes. Il n'y a rien qui les identifie. Ce sont des terroristes. Et ce qui est encore grave à leur niveau, c'est que c'est des gens qui sont pour la plupart ingénieux dans la fabrication des engins explosifs. Et donc quand ils apprennent qu'il y a un mouvement de troupes, des forces régulières ou bien des forces onusiennes, des casques bleus, vers un endroit précis pour prêter main forte à la population. Ils ont vite fait d'aller de poser leur piège. Pour que la mission qui devait aller sauver les populations, qui devait aller faire face aux velléités destructrices de ces terroristes-là ne puissent pas réussir. Donc plus souvent c'est des poses des mines, des poses des engins explosifs. Parfois même c'est des agressions, ils sortent avec des fusils comme ça, tirer systématiquement. Vous voyez, donc c'est vraiment compliqué ce théâtre, mais avec dextérité, avec beaucoup de bravoure, les forces armées togolaises ont toujours su ramener
comme on le dit, qu'on soit peu la paix dans les régions où ils vivent. À Kidal, il y a un contingent togolais qui fait du bon travail selon les informations que nous avons eues. Et un peu vers Bamako aussi. Et ils sont là aussi pour assurer la sécurité au niveau de la ville. Donc ils font du bon boulot, mais seulement les terroristes, c'est des gens qui n'aiment pas apprendre que des gens sont venus pour les inquiéter. Pour les inquiéter. Donc ils sont prêts aussi à tout. Mais est-ce qu'il n'est pas temps à Tchad de changer de stratégie de lutte contre ce fléau qu'est le terrorisme et qui est aussi vieux que l'humanité? Oui, dire qu'il est temps de changer de stratégie, je dirais tout simplement qu'il faut peut-être multiplier des stratagèmes. Parce que quand on parle du terrorisme, c'est vrai que la première réaction, c'est d'aller avec la force militaire. C'est-à-dire les terroristes, ils ont des armes, donc il faut les armes pour les combattre. Mais au fil du temps, quand vous posez un regard sociologique sur le phénomène, vous allez voir des causes endogènes de ce terrorisme qui ont forcément trait aux conditions sociales de la population. La pauvreté, le problème de manque d'emploi, l'autorité centrale dans la prise en charge des préoccupations des populations, l'abandon de l'État. Dans certaines régions, comme le Mali, il y a certaines régions où l'État central n'a pas déployé. On ne sent pas la présence. Voilà. Donc les écoles, il n'y en a pas. Et les hôpitaux, il n'y en a pas. L'eau, c'est une denrée rare. Donc quand ces terroristes ou bien ces groupes trouvent ces gens-là, facilement, c'est un terreau favorable. Ils viennent avec des œuvres de bienfaisance, ils créent des écoles et tout ça là, on donne de la nourriture aux gens, on essaie d'être compatissant à leur situation, ce qui fait que l'endoctrinement prend vite. Ça prend vite. Donc il faudrait maintenant, au-delà de l'aspect militaire de la chose, aller avec l'arsenal de développement. Lutter contre la pauvreté, donner de l'emploi aux jeunes, faire en sorte que les femmes aient une certaine autonomie et créer de la richesse. Occuper aussi les jeunes. Pour que ces terroristes-là ne puissent pas prendre possession de leur esprit et les utiliser comme ça me rappelle, occuper les gens, ça me rappelle cette pensée de Nietzsche qui dit que quand ma main est libre, elle a envie de trancher une tête. Quand ma main est libre, elle a envie de trancher une tête. C'est-à-dire que quand les gens ne sont pas occupés, ils font des compagnies, ils sont prêts à répondre à toutes les sollicitations du genre à nuire. Et je crois que le chef de l'État même avait déjà envisagé cette solution lorsque quelque chose a failli se passer à Dapaon, à Tandiare et à Kpendial, et s'y est rendu. Il a regardé un peu de près la situation et il s'est prononcé par rapport à cela et nous espérons de voir dans les jours à venir. Voilà, c'était l'autre chapitre. Le temps nous harcèle, nous allons continuer tout en espérant que ce fléau-là de terrorisme puisse prendre fin un jour avec la lutte ou les luttes que mènent les États pour que effectivement on n'assiste pas un jour à l'hécatombe. Et surtout dans ce ordre d'idée, disons que les États mènent une lutte, mais il faudrait aussi qu'il y ait l'adhésion de la population à cette lutte. Et pour amener la population à adhérer à cette lutte, il va falloir que l'État puisse aussi mettre des conditions qui puissent permettre aux populations de se sentir appartenir à une nation, de se sentir prêtes plutôt à défendre sa nation. La nation. Donc dans ce cheminement, il va falloir que l'État évite qu'il y ait des situations de frustration, des situations de non-appartenance à une nation, des frustrations, en tout cas des situations qui puissent amener des gens à ne pas être en accord avec les autorités du pays. Et ça, c'est multiplier les œuvres de développement, comme nous venons de le dire, faire un effort pour instaurer la justice sociale et en même temps ne pas écarter une région
dans la jouissance Oui. des ressources de notre pays. Je pense que ça, c'est très important. Et au niveau des États, les dirigeants doivent penser à cet aspect de manière à ce que les populations se sentent appartenir à la nation et se sentent aussi prêtes à appuyer l'État. Et quand on dit être prêt à appuyer l'État, c'est de collaborer avec les forces de l'ordre et de dénoncer les suspects. Les suspects, tout acte suspicieux que les gens viendront à remarquer dans leur environnement, il faut les dénoncer parce qu'il y a les djihadistes là qui envahissent déjà la côte ouest africaine, qui proposent des choses aux jeunes, qui sont là à offrir des opportunités à la jeunesse contre leur enrôlement. Donc il faudrait que quand vous sentez que des gens comme ça vous approchent, essayez de contacter le plus tôt les agents de les autorités qui vont prendre en charge la situation. Je pense que ça peut aider à enrayer vraiment ce fléau. D'accord. Il faut aussi penser également à l'amélioration du matériel de travail de nos forces de l'ordre et de sécurité. C'est important. Parce qu'un obus s'éclate facilement des victimes de ce genre. Il faut voir aussi à bord de quelle machine, véhicule ils étaient, tout ça. Vous voulez parler de la logistique, je pense que c'est très important. Au niveau du Togo, nous avons appris que les autorités font des efforts dans ce sens. Mais il faudrait en même temps demander de faire plus d'efforts, surtout lors de la programmation militaire, qui a été dit qu'on va doter les forces de l'ordre de matériel beaucoup plus sophistiqué. Et donc, nous souhaiterions que cela soit fait dans un bref délai pour que les engins que les forces de l'ordre, surtout nos vaillants soldats des forces armées togolaises, vont utiliser au niveau de ces théâtres-là, de l'ONU, puissent être des engins de blindage assez solides, que ce ne sont pas des blindages légers qui peuvent s'exploser au moindre explosif. Voilà. D'accord. L'autre guerre, c'est celle que l'Office togolais des recettes veut mener contre la corruption. La corruption, un autre phénomène aussi vieux que l'humanité. Nous l'apprenons de nombreux journaux, dont voici les commentaires de quelques-uns et on revient. Apparemment, voilà. Journée de lutte contre la corruption, l'OTR se mobilise contre le fléau. Écrit Togo Matin, selon la dépêche, cette lutte s'inscrit dans le cadre de la journée internationale de lutte contre la corruption célébrée du 6 au 10 novembre dernier. Une priorité pour l'institution, comme le précise le journal. Elle a été marquée par une série d'activités au rang desquelles un webinaire interne et des séances de sensibilisation du personnel de l'office en vue d'intensifier la prévention de la corruption, précise Gazelle Info, pour qui cette célébration offre l'occasion d'approfondir et d'affirmer les approches et stratégies permettant de renforcer la lutte contre ce fléau qu'est la corruption. On retrouve Atia Ibrahim, le directeur de publication du journal Temps Nouveau. Nous attendons depuis là l'arrivée de Fabrice Pekiezi pour cette deuxième messe. Je crois qu'il est en route. En tout cas, nous sommes déjà dans la messe. C'est le deuxième ou troisième chapitre. Atia, l'auteur pourra-t-il ce que Aplusia n'a pas pu ou ne pourra pas? Vous savez, la lutte contre la corruption ne se fait pas avec de la littérature. Et actuellement au Togo, excusez-moi, le constat que je fais, c'est de la littérature. La pure littérature que nous faisons en matière de lutte contre la corruption. En dehors du ministère des Finances, où on voit un certain dispositif pour l'assainissement des finances publiques. Là, dans les autres structures, sincèrement, c'est de la littérature. Vous ne voyez rien de concret. Et quand on me parle de notaire, ça me fait sourire. Parce qu'il y a une structure qui doit être chargée de la lutte contre la corruption au niveau de l'OTR. Mais cela n'empêche pas qu'on assiste à des lieux de corruption au sein de l'office là-bas. Il y a des importateurs qui vous racontent des choses, vous tombez des nues. Et
quand on me dit aujourd'hui qu'on veut lutter contre la corruption, vraiment, il y a du chemin à faire dans cette structure que les gens ne nous bluffent pas. La lutte contre la corruption, ce n'est pas les règles binaires, ce n'est pas les communiqués qu'on fait sortir. C'est des dispositifs qu'on met en place. Et je pense qu'ils s'y connaissent, ils savent comment procéder. Et dans les jours à venir, j'ose croire qu'ils vont mettre en place des dispositifs assez sophistiqués pour pouvoir venir à bout de ce fléau qui, tout le monde sait, fait perdre beaucoup de ressources, beaucoup de ressources à l'État. Et au finish, c'est des comptes qui sont garnis, c'est des gens qui s'en sortent avec d'énormes ressources financières pendant que le Togo, la République manque de ressources pour faire face aux questions de développement, pour construire les écoles, pour assurer les meilleures conditions de travail aux enseignants et tout ça là, et créer, construire des hôpitaux, tout ça là. Vous voyez ce que la corruption entraîne souvent. Donc, courage vraiment à M. Tchouadier Kokou, qui veut prendre le taureau par le corps, et on lui dira d'innover dans sa façon de faire, dans sa façon de lutter contre la corruption, de ne pas rester dans le carcan des communiqués, dans le carcan des webinaires, tout ça là. Non, on ne lutte pas contre la corruption avec ces dispositifs-là qui, à mon avis, ne donnent rien de concret sur le terrain. Comme le disait Kant, le chemin de l'enfer est souvent pavé de bonnes intentions. J'ai demandé ce que la prison n'a pas pu, est-ce que c'est l'auteur qui le pourra, en tout cas à chacun sa stratégie. Au niveau de la prison, il a dit qu'ils étaient dans une approche de sensibilisation. Et vous vous souvenez que sur ce même plateau, j'avais dit, mais ce n'est pas maintenant qu'il faut sensibiliser sur la corruption. Ce que c'est que la corruption. On demande à la puissance d'enrayer le phénomène. Alors, on est venu nous sensibiliser. Vous comprenez? C'est l'étape de la sensibilisation. Maintenant, c'est l'action. Il faut lutter véritablement contre la corruption. Et quand on parle de la corruption, il y a des sujets que les gens connaissent. Il y a des sujets que les gens connaissent. On ne va pas venir nous dire qu'il n'y a pas à proprement parler des sujets sur lesquels la puissance doit se saisir. Il y en a plein. Il y en a plein. Des scandales financiers, il y en a plein dans ce pays. Et il suffit seulement qu'il y ait une petite volonté. Et au niveau aussi du sommet, qu'on donne vraiment carte blanche à puissance de traquer les corrompus. Je pense que le parquet va se mettre en transe et vous allez voir que tout va aller sur des roulettes et les gens vont nous ramener les milliards qu'ils ont volés. Il y a cette fameuse affaire de Petrolgate qui vous tient beaucoup et tant à cœur. Vous l'avez souvent évité. Ça fait partie également des pistes de corruption auxquelles l'auteur doit s'affronter, Aplucia doit s'affronter. Mais est-ce facile? Parce que là, on ne sait pas qui est corrupteur et qui est corrompu. Parfois, le corrompu est à la fois corrompu et corrupteur, et vice-versa. Et finalement, c'est vraiment... Non, c'est pas aussi facile comme vous venez de le dire. Et ce que nous souhaiterions au niveau du Togo, c'est qu'il y a la volonté politique, elle est manifeste. Parce que quand vous prenez un peu les déclarations de société, ou bien les programmes de société, que ce soit du chef de l'État, ou bien la politique générale du gouvernement, que ce soit avec Mme Doubé et M. Célan Plassou, ou même Zounou, entre-temps aussi, et lors de leur passage au niveau des députés, le point précis contre la corruption a toujours été soulevé. Et chacun de son côté, de lutter contre ce phénomène. Mais ce que nous remarquons, c'est que ce n'est pas encore une lutte acharnée. Qui porte véritablement. Comme vous le dites, c'est une lutte littéraire. Il faudrait aller vers beaucoup plus vigoureux. J'ai eu à assister plusieurs fois à des séances à l'Assemblée où le sujet venait, et quand des gens prennent la parole et ils parlent, je lis dans leur visage une non-sincérité et en même temps une
crainte de pouvoir vraiment lui toucher du doigt certains dossiers. Et bon, en tout cas, les temps se suivent, mais ne se ressemblent pas. Il peut arriver que ce que Aplusia n'a pas pu jusqu'à présent, que OTR le puisse. Ça sera pour l'intérêt de la nation. À présent, nous allons nous rendre à Couvé pour rendre hommage à quelqu'un. Dans Tablibo, là-bas, c'est dans Tablibo, dans le Woto, nécrologie donc. Décédé en mai 2020 en France, l'ancien bâtonnier au barreau de Lomé, ancien et premier président de la Commission nationale des droits de l'homme, ancien premier ministre du Togo, ancien président fondateur du comité d'action pour le renouveau CAR, maître Apollinaire Madji Yaovi Agboibo repose depuis hier en paix à Couvé, son village natal, après des hommages bien mérités rendus à lui par la nation jeudi. Hommages qui se sont poursuivis jusqu'à son domicile à travers des obsèques grandioses, dignes de son rang, auxquelles il a eu droit. Tout un monde fou autour de lui pendant quelques heures, puis le voilà abandonné seul, quelque part dans un coin du village. C'est là le mystère de la vie. Ah oui, c'est la vie, vous savez. Tout homme naît, grandit et meurt, et disparaît, c'est ça. Donc, maître Yaovi Agboibo, en tout cas, il a été arraché à notre affection, puisque c'est un homme politique que nous aimons beaucoup dans le pays, c'est un homme de consensus, c'est quelqu'un qui ne voyait pas ses adversaires politiques comme des ennemis. C'est un homme qui approchait volontairement ses adversaires politiques parce qu'il estime que l'adversaire politique aussi a quelque chose à proposer. Ou si l'adversaire politique campe sur certaines positions, c'est parce qu'il y a des intérêts à défendre. Donc il faut l'approcher, discuter avec la personne et voir comment on peut trouver un consensus ou bien un terrain d'entente, ou bien comment ramener cette personne à de meilleurs sentiments pour faire évoluer la nation. C'était ça sa philosophie. Faire évoluer le Togo, que ce soit sur le plan démocratique, l'avènement de la démocratie, ou bien l'avènement de la démocratie au Togo. Vous avez vu qu'il était du combat et ils ont réussi par ramener en tout cas les principes démocratiques du pays. Et quand on parle aussi des droits de l'homme, c'est l'un des pionniers. Il fait partie de ceux qui ont bataillé dur, convaincu le général Yadema à mettre en place une commission nationale des droits de l'homme. Donc c'est un monsieur qui a fait le combat noble dans notre pays et tout le monde adhère que vraiment c'est un homme politique de haut niveau. Et quand il vient à ne plus être de ce monde, un hommage vraiment doit lui être rendu. Et c'est ce qui a été fait de façon la plus digne. Et donc hier, à Couvé, il a été inhumé. Et c'était en présence de tous les acteurs politiques du Togo, toutes tendances confondues, et chacun de son côté a essayé de lui rendre hommage, de faire des témoignages. Et à la suite de ces témoignages, nous, à temps nouveau, nous avons conclu que les Togolais ont cette possibilité de s'entendre. Ils ont cette possibilité de travailler main dans la main. Mais nous ne savons pas ce qui fait que jusqu'alors les choses ne semblent pas évoluer dans le sens que nous aurions voulu. Donc il revient maintenant aux acteurs que chacun de son côté essaie de voir ce qu'il faut faire pour faire évoluer la nation. Parce que quand nous serons, puisqu'il y aura un rendez-vous, chacun le sache, il y aura un rendez-vous, quand nous serons à ce rendez-vous, que l'on ne puisse pas indexer certains comme si c'était eux qui étaient vraiment à la base de la déconfiture nationale, qu'on n'indexe pas certaines personnes comme étant des personnes qui n'ont pas véritablement œuvré pour l'évolution vraiment de notre nation. Que chacun joue sa carte et de façon la plus honnête et de façon la plus patriotique possible. Et je pense que voilà, quand vous venez à ne plus être de ce monde, les gens vont vous pleurer, les gens
retiendront que vraiment vous avez été un digne fils de la nation. Oui, sauf que à Tchad, on dirait que les hommes ne s'aiment que ou n'aiment leur prochain que après leur mort. Parce que là, depuis Demkodjo, qui toutes les sommités, toutes les hautes autorités, qu'ils soient de l'opposition ou du pouvoir, sont partis, il n'y a eu aucun témoignage qui a été donné négativement à l'un ou à l'autre. Ce qu'on pouvait faire offrir à l'homme de son vivant, c'est ça qu'on lui offre après sa mort. Tous ces éloges, on ne les a jamais entendus du vivant de Maître Abouibo. Même depuis les journées de réflexion qui ont été organisées à son intention, des gens, même de l'autre bord, des voix se sont levées pour reconnaître la grandeur d'âme de Maître Abouibo, sans oublier ceux de sa classe qui parfois même lui mettaient les bâtons dans les roues lorsqu'il était appelé à servir la nation aux côtés du pouvoir. Eh bien, aujourd'hui, il n'est pas là et on sort les bons témoignages sur lui. Ce qu'on pourrait lui servir de son vivant, peut-être ça aurait pu prolonger encore un peu sa vie. Mais c'est dommage et c'est ça la réalité. Mais quelque chose a été, comme je l'ai relevé au plus haut, ça fait 1 an et plus. Il est mort en mai 2020 et c'est en décembre 2021 qu'il a été inhumé. Jamais un corps n'a autant duré dans une chambre froide avant d'être enterré. Après la maman de Tata Avlessi, qui avait aussi passé près de 2 ans avant d'être enterré. Bon, pourquoi autant de temps à le garder dans la chambre froide avant de l'inhumer? Ça, c'est vrai que c'est une question qu'on aurait dû poser à un doyen de la famille à Gouéba. C'est la famille qui saura répondre. Nous pouvons peut-être spéculer et parler de la crise sanitaire, vous savez que c'est en plein Covid et que Maître Abouibo a rendu l'âme en Europe et c'est plus précisément en France. Donc il y avait aussi cette pression de la pandémie, comment rapatrier le corps, venir organiser les obsèques et tout ça, surtout que de façon officielle, il faut 15 personnes seulement pour assister. Pour une personne c'est vrai. Il y a beaucoup d'académies, il y a beaucoup que les conditions permettent qu'on organise quelque chose digne de son rang. C'est ce que nous pouvons dire. Vous avez appelé cette spéculation, je pense que un doyen de la famille Agouéba ne dira pas le contraire. On va finir avec la culture très rapidement. 3 minutes pour faire clin d'œil à la culture. Ceux qui sont vite de retour de couvée hier, qui auraient fait un tour à l'hôtel 2 février, auraient pu sécher leurs larmes avec la plus belle soirée de l'année. Il s'agit de l'élection Miss Togo qui était à sa 26e édition. Une édition exceptionnelle à la saveur et à la couleur de Covid-19. Mademoiselle Torsou que vous voyez là, Jacqueline Estelle Adio, 1m115, voilà, 1m115, j'ai failli lui attribuer ma taille, 1m115, 55 kg, âge de 22 ans, et est élue Miss Togo 2021. Et puis elle ravira la couronne à mademoiselle Aïda Yombo qui l'a gardée depuis 2019. Elle a été la plus belle des 25 autres venues de toutes les régions du pays. Acha, voilà, vous avez la primeur de vous prononcer sur à travers vos commentaires sur cette élection, cette édition. Les 25 candidates n'ont pas démérité, parce que hier quand je suivais leurs prestations, c'était en tout cas de haut niveau. Et il faut en même temps profiter pour féliciter le comité. Le comité d'organisation. Il y avait quelque chose de particulier dans le décor, dans la chorégraphie. C'était très bien. Les présentateurs et tout ça là. En tout cas, c'est un pari gagné parce que c'était pas évident quand même l'organisation. Je ne pensais pas que le comité allait pouvoir organiser
cette finale. Mais ça a été fait, donc chapeau au comité. Et en même temps, féliciter notre nouvelle ambassadrice de la mode, en tout cas de la beauté, et qui va défendre le secteur national sur le plan continental et même pourquoi pas à l'étranger. Et ce que nous pouvons lui dire, c'est bon vent. Et en même temps, que les sponsors mettent les moyens à sa disposition pour qu'elle puisse mettre en branle en tout cas, le projet de développement qu'elle entend en tout cas, initier pour le bien de la population congolaise. Donc on pense à mademoiselle Jacqueline Kossou et en même temps dire que ceux qui n'étaient pas du tout contents, peut-être par rapport au choix, de dire que la beauté est relative. La beauté est relative. Et Descartes dira que des goûts et des beautés, on n'en discute pas. Hein? Elle est plurielle parce que elle a su allier l'intelligence et une beauté. Et le physique, la forme plastique, tout ça là, et, en tout cas la démarche et tout ça là, la finesse, tout ça là, ça fait partie de la beauté. Tout à fait. Donc nous, quand on n'a pas sur un aspect seulement et jugé de tout, non, c'est tout un ensemble de critères qui concourent à l'appréciation. Le jury a fait un travail, en tout cas noble, un travail que nous avons jugé vraiment satisfaisant. Et à la suite des notations, à la suite des observations et tout ça, là, le jury est parvenu à nous sortir une ambassadrice de la beauté. D'accord. C'était la chose la plus merveilleuse à laquelle on devait s'attendre hier soir. Merci Acha Ibrahim pour votre disponibilité à cette messe médiatique qui s'achève ainsi. On se dit merci donc pour cette semaine. Fabrice Pichesi finalement n'est pas arrivé. Acha Ibrahim, c'était le patron du journal Temps Nouveau, à qui je renouvelle mes remerciements. Entre-temps, Dr Awili était là pour nous entretenir en première messe sur la situation à la COVID-19. Merci à toute l'équipe technique qui m'a aidé dans la réalisation de cette émission. Notamment Ibrahim, aujourd'hui, bizarrement, j'ai deux Ibrahim dans le studio ici, un à côté, Acha, l'autre c'est mon collègue, Acha, c'est Ibrahim Machi, cette fois-ci c'est Machi, ce n'est pas Acha, c'est Machi. De l'autre côté, c'est Quentin Bidola, assisté de l'arrêt qui a contribué à la réalisation des éléments montés aujourd'hui. Nyoma Kaka a monté tout ce que vous avez suivi. Merci, nous vous souhaitons une bonne fin de semaine, sous la protection d'Allah toujours, et un bon début également de semaine. Bien de choses à tous les élèves du monde du Togo, et bientôt les devoirs. Je crois qu'ils vont multiplier les efforts pour pouvoir faire ces premières évaluations, se donner une bonne base pour ces premières évaluations. C'est donc tout pour aujourd'hui. Moi, c'est Eric Tarandel, le prince héritier de la Bina, avec résidence privée à Soutbois. Personne ne fait rien contre personne. Chacun fait tout pour et contre lui-même. Personne ne fait rien contre personne. Chacun fait tout pour et contre lui-même. C'est de l'Outou. Bonne méditation. À dimanche prochain.
quelque chose. Surtout son histoire et sa richesse aussi.